Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter un projet à la fois unique et innovant, Expert Public. Un projet qui concilie deux mondes qui ne se connaissaient pas, le monde de l'expertise publique et le monde du développement. Mais avant ça messieurs, je propose de faire un petit tour de table et je laisse notre cadet commencer peut-être. Bien sûr, alors Pierre Pervema-Zabra, 20 ans, donc je suis le cofondateur de Codito Ergo Sum qui est une agence digitale qui conçoit donc des produits digitaux, des sites internet, des applications, des web applications et qui vient implémenter des agents IA, de l'agentique, on essaiera de le définir un peu plus tard dans le podcast, pour des entrepreneurs et pour des startups innovantes. Stéphane, j'en prie. Bonjour Stéphane, donc 42 ans. Je suis dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Scaena et dans ma précédente vie, j'ai eu des mandats publics pendant 16 ans. J'ai eu la chance de pouvoir opérer des sujets divers et variés, de la technique, du digital. J'ai cofondé avec Marseille French Tech en 2014-2018 et dans ma vie privée, à côté de ça, j'ai accompagné pas mal de boîtes dans leurs sujets de digitalisation. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous tous pour pouvoir porter ce projet et on va vous en dire un peu plus dans les minutes qui suivent. Ouais, tout à fait, on a hâte d'en dire plus. Moi, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Émilie Chalmé, j'ai 23 ans, j'ai fait 2 ans de droit, j'ai fait 2 ans à Sciences Po. Aujourd'hui, je suis en double master Sciences Po Schema et j'ai cofondé Codito Ergo Sum avec mon cofondateur Pierre qui est juste à cette table. Et aujourd'hui, on a hâte de vous en dire plus sur Expert Public. Je laisse aussi Daniel se présenter. Alors moi, je m'appelle Daniel Famiglietti. J'ai 37 ans, je suis ingénieur, donc on va dire quelqu'un plutôt technique. Et j'ai fait 12 ans dans la fonction publique après avoir fait 4 ans dans le privé. Donc l'expertise publique, je connais. J'en ai fait pendant 12 ans. Et aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise, Rego AMO. J'interviens avec Stéphane d'ailleurs sur certaines affaires autour de l'expertise publique, de cette thématique qui est un vrai sujet en France aujourd'hui. Et finalement, avec Pierre et Émile, on ne se connaissait pas. Et on va vous expliquer un petit peu où est-ce que l'on va aller tous ensemble. Exactement. Bon, on peut peut-être raconter un petit peu l'histoire de notre rencontre. L'histoire de la rencontre, ça se passe avec Pierre et avec moi et avec Stéphane. On a pris un verre. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ce soir-là, Stéphane ? Oui, alors c'est très simple. Ça faisait un moment en fait que je réfléchissais à un sujet qui est assez important pour moi puisque je l'ai vécu. C'est la notion d'isolement des élus. C'est le fait que des élus dans les collectivités locales, territoriales, donc des mairies, des EPCI, à un moment sont face à quelque chose qui est très complexe, qui est cette norme administrative et technique sur laquelle ils sont parfois démunis. Alors démunis pourquoi ? Parce qu'il y a peu de moyens de l'État se désengage de plus en plus, et puis parce qu'ils ont du mal à recruter des fonctionnaires avec des niveaux de rémunération suffisants et qu'il y a une crise en fait de la fonction publique territoriale avec des agents de grande qualité mais qui n'arrivent plus à être rémunérés, qui n'arrivent plus à accéder à un certain nombre de statuts. Donc avec Daniel, on a dit on prend le taureau par les cornes et on va tester en proposant en fait à des agents publics d'intervenir dans d'autres collectivités sur leur temps libre, dans un cadre réglementaire et autorisé, sur le statut d'auto-entrepreneur. On a testé, on a réussi, on a vu que ça fonctionnait, on a vu qu'il y avait de l'écoute et on a vu qu'on rendait service aux élus, aux fonctionnaires territoriaux et puis globalement à la collectivité. Et l'idée, à un moment, je me suis dit, Daniel, c'est bien, Daniel me dit, ouais, il faut qu'on aille plus loin, mais comment on peut faire pour passer à l'échelle ? Et là, il nous fallait un passage à l'échelle, donc un passage sur le digital, mais plus que sur le digital, il nous fallait un passage sur les nouvelles technologies du digital, à savoir l'intelligence artificielle. Et donc c'est comme ça qu'en fait, quand on s'est rencontrés tous les trois sur un premier sujet, je vous ai dit, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, je pense que l'idée vous a plu, vous a séduit, vous avez eu envie de mettre votre intelligence, votre expertise, votre savoir-faire à disposition du projet. Et donc, voilà comment on a commencé, tout simplement, dans la bonne partie des choses, c'est-à-dire complémentarité, vision commune et volonté d'y aller. Exactement, c'est exactement ça. La sauce a super bien pris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est plutôt quand même parti au départ sur une plateforme digitale avec Pierre qui a vraiment mené la vision sur le produit digital. Et après, Daniel est arrivé avec tes problématiques la partie de métier. normes, la partie métier, l'inflation législative. C'est ça. Et d'ailleurs, Stéphane, tu parlais de crise territoriale. En fait, il y a une crise, effectivement, sur l'institution. Le fait que tout devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, gérer un budget dans une collectivité, en fait, c'est de plus en plus contraignant. Et on a de moins en moins de possibilités. Et donc, il faut qu'on soit de plus en plus efficace. Et il y a aussi une crise professionnelle ou même personnelle chez les agents publics qui sont en recherche de sens. Parce qu'en fin de compte, les agents publics, comme moi je l'ai été, je le suis toujours, je suis en disponibilité,
Et en fait, on est extrêmement attaché au service public. Mais ce service public, on le fait en local. Et des fois, on aimerait se dire, pourquoi ne pas le faire aussi dans d'autres collectivités et faire partager notre expertise, nos compétences à d'autres collectivités. Et c'est ce qu'on a initié ensemble, tu en parlais très bien. Et personnellement, j'y ai trouvé beaucoup de sens. Les fonctionnaires qui y participent trouvent beaucoup de sens et les collectivités aussi s'y retrouvent. Et finalement, c'est l'efficacité commune et c'est aller vers un sens commun. Et c'est quand même un beau projet. C'est clair. Et il y a cet enjeu de scalabilité, et tu en parlais justement Stéphane, c'est on sait, ou du moins vous savez résoudre un problème. Maintenant, comment on fait pour passer à l'échelle ? Comment on fait pour que tout ça, ça bénéficie à l'ensemble des fonctionnaires, à l'ensemble des collectivités ? Et c'est là que Pierre, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus avec bien sûr. la plateforme. On a commencé par un modèle en fait au départ qui était assez traditionnel, c'est le modèle du SaaS, donc le modèle du Software as a Service. Donc ce qui est intéressant avec le modèle du SaaS, c'est de mettre à disposition en fait une plateforme digitale qui peut être utilisée par un grand nombre d'utilisateurs. Et donc sur cette plateforme, les utilisateurs vont pouvoir répondre à leurs problématiques à travers différentes fonctionnalités. Et donc ça a été la vision initiale, d'avoir quelque chose d'assez traditionnel, une plateforme de mise en relation. Et on a commencé à un petit peu creuser les enjeux, creuser les problématiques. Et nous, chez Codito Ergo Sum, on s'est spécialisé dans l'agentique, dans l'implémentation d'agents IA dans nos solutions digitales, que ça soit en créant de toutes pièces à partir de zéro les solutions ou en reprenant des projets déjà existants. Et donc peut-être qu'Émile, que tu peux en parler, mais on a décidé d'implémenter des agents IA directement dans la plateforme pour passer à l'étape supérieure et passer d'un statut de SaaS, Software as a Service, à un AAS, à un Agentic as a Service. Ouais, bien sûr. Je veux juste me permettre, Vas-y, Daniel. avant que tu développes les agents IA, parce qu'en fait, l'objectif de cette plateforme, c'est que les collectivités en fait, en tirent un bénéfice immédiat. Tout à fait. Au-delà de cette mise en relation, c'est-à-dire que la collectivité a un besoin et un agent, un expert répond à ce besoin, le bénéfice immédiat aussi, en fait, en discutant, effectivement, on s'est tourné vers ces agents IA que je ne maîtrise pas du tout. Et on a des vrais experts avec nous qui en parleront mieux que moi. Et en fait, c'est j'adhère à une plateforme, mais j'obtiens des résultats immédiats à un besoin. Exactement. Ça vient de là, en fait, les agents IA aussi, parce qu'on s'est dit, on va construire une plateforme qui va s'appeler Expert Public. On va mettre en relation des experts avec des collectivités. Mais comment on fait au début pour que la sauce prenne ? Comment on fait alors qu'on n'a encore pas forcément énormément d'experts publics au début, pas énormément de collectivités ? Il y a cet enjeu de délivrer de la valeur. Et donc là, c'est vrai qu'avec toi, Daniel, qui a cette expertise terrain, qui connaît les difficultés concrètes qu'ont notamment les petites collectivités. Eh oui. Peut-être que tu peux nous donner d'ailleurs un peu un exemple sur tout ce qui est commande publique et qu'on commence à bosser. Comment ça se passe aujourd'hui ? C'est quoi la situation ? Mais la situation, c'est qu'en fait, si dans ta collectivité, tu n'as pas un expert juridique ou un expert en commande publique, finalement, tu es démuni face à l'inflation normative dont on a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand tu rajoutes à ça la difficulté de recrutement dans la fonction publique, en fait, tu rajoutes une couche à tes problèmes. C'est-à-dire que si tu n'as pas un expert dans ta collectivité et si en plus tu as du mal à recruter quelqu'un de compétent, tu te retrouves face à tes propres interrogations et comment tu vas amener tes projets à la réalisation si tu n'as pas la réponse à tes questions sur comment les mener. Et finalement, la commande publique, ça reste une contrainte, entre guillemets, dans la fonction publique. Sortir des projets au regard de la commande publique, ça peut être parfois difficile. Et dans les petites collectivités ou dans celles qui ne sont pas structurées, si tu veux une réponse juridique ou une réponse sur la loi, sur quelle procédure mettre en place pour réaliser ton projet, vers qui tu te tournes pour avoir la réponse ? Alors, il y a des WhatsApp qui existent, certaines DGS qui échangent par SMS, par WhatsApp, par mail, mais ça reste à une échelle limitée et c'est peut-être beaucoup moins puissant qu'un agent IA. Et l'idée de cet agent commande publique, en fait, on s'est dit, on va venir soulager peut-être cette inquiétude de se dire aujourd'hui, en tant qu'élu d'ailleurs, ma responsabilité peut être engagée sur un projet si je prends une mauvaise décision. Si la Cour des comptes vient dans 5 ans me dire, sur ce marché-là, vous avez utilisé la mauvaise procédure, finalement, je suis face à ma responsabilité. Mais si j'avais posé la question à un agent IA qui répond juste à combien ? 99%? Ah oui, 99%. Je suis sécurisé en fait. Et c'est ça l'idée. Et au-delà de cet agent IA, si on va chercher plus loin, toute la problématique avec les secrétaires de mairie ou un secrétaire de mairie, les petites communes qui traitent tous les sujets, cantine, éducation, sport, technique, RH, commande publique, qui nous répond à nos interrogations. Et moi, Émile, j'aimerais te poser une question, c'est l'agent IA, qu'est-ce qui change concrètement
par rapport à, par exemple, simplement ChatGPT. Le fait d'aller demander, d'aller chercher des infos sur la commande publique à ChatGPT. Quelle est la différence derrière et pour l'utilisateur? Ouais, alors merci de soulever ce point-là, parce qu'il est, je pense, d'intérêt public. Oui. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui essayent de faire des choses qui ne sont pas réalisables avec ChatGPT et qui font confiance à ChatGPT. Alors derrière, il peut y avoir des catastrophes. Moi, j'imagine que si on fait un peu n'importe quoi avec le code de la commande publique, par exemple, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être assez problématiques. Ici, l'enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher une grande quantité d'informations. Là, en l'occurrence, sur l'agent IA qu'on est en train de développer sur la commande publique, donc le code de la commande publique, nous, on va chercher, grosso modo, plusieurs milliers de pages PDF. On vient ensuite les organiser. Il y a un phénomène d'indexation de la donnée, d'embedding, de vectorisation. C'est compliqué, mais grosso modo, pour que tout le monde ait un peu une idée, on donne une identité numérique à chaque segment de texte. À partir de là, on a un agent IA qui va, plutôt que d'aller dans la grande base de données de ChatGPT qui est immense et qui est datée de 2024 d'ailleurs, donc qui n'est pas forcément à jour, ici, non. On a nos agents IA qui vont chercher dans les données qu'on leur donne et sur lesquelles ils sont entraînés à lire. Ça s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est une technologie qu'on maîtrise, qu'on propose. Et ici, quel est le résultat? On se retrouve avec un agent commande publique qui répond correctement dans 99% des cas, qui cite ses sources, qui explique comment il a fait son raisonnement, qui explique dans quelle partie du code de la commande publique ou autre source il est allé chercher. Et ça, pour les petites collectivités, j'imagine que ça fait toute la différence. Bien sûr. Et tu peux préciser le temps que ça prend de faire un agent IA, parce que on en parlait ensemble. Moi, j'ai ChatGPT, j'ai une offre payante, j'ai configuré mes GPT, mais en fin de compte, ça reste superficiel. Ouais, exactement. Ça m'a pris 5 minutes, Ouais. mais c'est que de la surface. Ouais, donc en fait, on rentrait un peu dans la technique, mais sans en faire trop, il y a le phénomène de ce qu'on appelle context window en anglais, donc c'est fenêtre de contexte. Un modèle peut lire, ou du moins avoir conscience d'un certain ensemble de données, mais il ne peut pas dépasser cet ensemble de données. Quand on se retrouve sur des milliers de pages, forcément, ça ne marche pas. Ici, ce qu'on vient faire, c'est vraiment transformer l'information et ne faire lire les agents IA que cette information plutôt que toutes les informations qu'on a sur lesquelles les modèles de ChatGPT ont été entraînés. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Voilà, c'est pour ça que ça marche. Et il y a des résultats qui sont évidemment très probants, c'est certain. Et voilà, et tu disais que toi, effectivement, tu utilisais plusieurs GPT, je suppose, pour plusieurs cas d'usage. Et bah, ça va être exactement la même chose pour les différents agents IA. C'est que maintenant, aujourd'hui, on commence avec la commande publique, mais après, on va pouvoir le dupliquer sur différents domaines, différentes réglementations. Et donc, c'est aussi un enjeu de scalabilité pour les utilisateurs de la plateforme. Plus on va avancer et plus il y aura des ressources intéressantes pour les utilisateurs. Le vrai sujet qu'on a, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quasiment autant d'usages possibles qu'il y a de sujets qui sont adressés par les collectivités. Ah oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les politiques publiques. Politique publique, ça peut être la petite enfance, ça peut être la commande publique, tu l'as très bien dit, ça peut être la gestion du secrétariat de mairie au sens large du terme, c'est-à-dire la relation avec un maire ou avec un élu, et puis ça peut être quelque chose aussi comme la compliance, le RGPD, peu importe, il y a des tas de sujets qui sont différents. Le vrai intérêt de l'IA et ce qu'on fait dans cette plateforme expert public, c'est de dire qu'à un moment, c'est de mettre en parallèle l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle, de les faire s'ajouter les uns à côté des autres, l'une à côté de l'autre, pour pouvoir redonner du temps aussi aux agents et aux élus pour faire de la relation humaine, ce que l'intelligence artificielle ne doit pas faire, c'est-à-dire reprendre le rôle à un moment d'élu local, reprendre le rôle d'agent territorial, pour faire ce qui plaît aux gens qui à un moment se sont engagés dans le service public, à savoir la relation humaine avec les gens. Et justement, ne plus consommer du temps, j'allais dire, qui peut être délégué parfois à une machine, donc à l'intelligence artificielle, à un agent, pour pouvoir retrouver du temps pour faire du service aux citoyens. Et ça, c'est vraiment le sens d'expert public aussi. C'est le fait de dire à un moment, je veux retrouver du temps en tant qu'élu local, en tant que fonctionnaire territorial, en tant qu'agent public, pour aller au contact du citoyen, pour faire mon boulot qui est celui-là. Parce que faire des papiers dans un bureau, on doit le faire. C'est hyper important. Ils doivent être bien faits. Faire de la réglementation, c'est hyper important. On doit respecter les règles. Mais simplement, à un moment, il faut qu'on nous fasse gagner du temps pour pouvoir rester sur le cœur du métier qui est le service aux citoyens. Et ça, c'est l'intérêt d'experts publics. Quand on va décliner au fur et à mesure, grâce à vous, des politiques publiques qu'on va digitaliser, soit à travers de la relation avec des experts externes qui vont venir amener du savoir-faire, soit à travers des agents IA. Et là, on va vraiment faire un vrai service au public.
Et oui, il y a une vraie complémentarité sur expert public entre l'agent IA et l'expert. On a même imaginé effectivement que les premières demandes, les premières sollicitations se font sur un agent IA qui va quand même élaguer une grande partie des sujets. Mais quand le sujet devient vraiment peut-être un peu plus technique ou plus difficile, en fait, c'est là que l'expert humain intervient. Et la collectivité, elle est mise en relation avec l'expert. Elle publie cette mission, son besoin, l'expert y répond. Il récupère toutes les données traitées par l'agent IA, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'on lui fait gagner du temps à cet expert. Et on fait gagner du temps à la collectivité. Oui, et puis après, il y a une autre vertu dans le cadre d'experts publics, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir donner de la rémunération à des agents publics qui, eux, sont aujourd'hui en demande d'augmenter leur rémunération. Tu l'as connu dans les collectivités parce que pas tout le monde a eu le statut que tu as eu de directeur des services techniques, de directeur général, adjoint. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui accède à des postes de top management public. Il y a des gens de grande qualité qui méritent, entre guillemets, mais qui n'ont pas la case dans la collectivité où ils sont, pour des raisons personnelles, n'ont pas eu la mobilité ou la possibilité. Ben, ces gens-là, ils vont pouvoir mettre à disposition leur savoir d'une collectivité. Et après, quelque chose qui est important aussi pour les élus et pour les agents territoriaux, c'est qu'on reste dans la grande famille de la territoriale. C'est-à-dire qu'à un moment, on est des élus territoriaux qui travaillons avec des fonctionnaires territoriaux dans un sujet qui est un sujet territorial. C'est complètement différent de la fonction publique d'État, c'est complètement différent des cabinets de conseil privés. On est dans des sujets dans lesquels on a une façon d'être, une façon de se comporter et une façon de traiter les sujets. Donc il y a aussi cette notion de compagnonnage à un moment entre des gens qui sont issus de la même vocation, à savoir servir le public. Il n'y a rien contre les privés, bien loin de là, je viens du privé. Mais simplement, il y a un sujet de dire, si on veut intégrer rapidement des ressources humaines dans des missions courtes, ponctuelles, il faut qu'ils aient le même ADN aussi. Tu l'as vécu. Hein. Ben c'est ça, il faut qu'ils connaissent les contraintes, les attendus, le langage, en fait, j'ai envie de dire, de la fonction publique. Et effectivement, on l'a vécu ensemble. En fait, quand moi, je suis intervenu en tant qu'expert dans une autre collectivité que la mienne, en fait, ça a été perçu comme si j'étais un collègue de travail. C'est ça l'idée. Ouais. C'est ça l'idée. Je suis arrivé, j'ai pas mis 6 mois à m'adapter à un contexte politique, à un contexte de fonctionnaires, d'organigramme, de hiérarchie, etc. Je suis arrivé opérationnel parce que, comme je suis de la famille, c'est ça. Ben je sais comment ça se passe. Et puis, pour compléter aussi, parfois, les conseils externes, quand ils arrivent, ils sont, entre guillemets, il y a une forme de défiance. Parce qu'un conseil externe qui arrive dans une collectivité, il est vu comme étant quelqu'un qui vient soit amener une compétence, soit contrôler, accompagner. C'est toujours un peu compliqué. Quand un fonctionnaire territorial arrive dans une autre collectivité, il est vu comme quelqu'un qui donne un coup de main. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'il y a une intégration rapide, parce qu'il y a un aspect positif qui est donné à la personne qui rentre. On se dit, tiens, il vient, il m'aide, il est présent. Pourquoi ? Pour aller plus vite, plus loin, et surtout pour me filer un coup de main. Et ça, c'est énorme. Et c'est du temps gagné. Donc ça, c'est sur la partie métier. Et cette partie métier, bah, effectivement, il faut la traiter à la bonne échelle avec la plateforme, ce que tu disais tout à l'heure, cette intermédiation qui permet de faire matcher de manière précise une offre et un besoin. Et puis après, bah, l'agent IA, comme on l'a dit, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. La cerise sur le gâteau, ouais, tout à fait. Il y a un cadre, je voulais juste parler du cadre légal. Oui. Parce qu'en fait, le cumul d'activités, c'est autorisé par la loi. Oui. Et c'est important de le préciser. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, il faut que la collectivité qui emploie le fonctionnaire l'autorise. Mais sur son temps libre, un fonctionnaire peut très bien, dans le cadre d'un cumul d'activités autorisé, exercer une mission de conseil et d'expertise pour une autre collectivité. Donc ça aussi, ça peut rassurer les élus et les fonctionnaires. Tout à fait, parce qu'il y a un système en fait de contrôle manuel de par nos administrateurs de tous les documents légaux, donc effectivement toutes ces autorisations, y compris le CV. Donc vraiment tous les freelances, tous les agents publics qui sont sur la plateforme auront été en fait vérifiés préalablement, et du coup ça permet quand même de garantir certains standards de qualité pour les collectivités. Tout à fait, et là on vient de dire le plus important, c'est l'humain, c'est le fonctionnaire. Expert public est une plateforme pour les fonctionnaires, pour les collectivités locales. Et on l'a très bien dit, nous, notre objectif principal, c'est de remettre le fonctionnaire au centre, de remettre l'humain. Et donc, finalement, si on explique les choses de manière un peu schématique, on a des tâches à faible valeur ajoutée qui sont très répétitives et chronophages. Ici, on va vers une solution agentique. Et les tâches les plus importantes, on a besoin d'humains, qui sont à haute valeur ajoutée. Là, on vient sur de la mise en relation entre une collectivité qui a un besoin, et un fonctionnaire. Et c'est des gens qui appartiennent à un même corps de métier, qui ont la même philosophie. Et donc,
Ça fonctionne bien, ça a plutôt bien fonctionné tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, toi, Daniel. Ah oui, ça fonctionne très bien. Dans ma collectivité, on a essayé d'intégrer l'IA à nos process. Mais en fait, ça a été extrêmement chronophage. C'est-à-dire qu'il faut que le cabinet informatique ou digital vienne. Il faut qu'il fasse un audit de nos pratiques, un audit de nos documents, de nos modes de fonctionnement. Qui traite quoi, comment, vers qui, à quoi. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps. Le résultat, on ne l'a jamais déployé. Et en fait, expert public, on le fait pour vous. C'est-à-dire que de par notre connaissance commune à tous les quatre, dans nos métiers, dans la fonction publique, en fait, on va vous préparer vos agents IA. Et quand les agents IA arrivent dans votre collectivité, un peu comme l'expert humain, ils sont opérationnels. Et vous ne perdez pas de temps à les programmer, à nous expliquer comment vous travaillez, parce qu'on sait comment vous travaillez, puisqu'on a travaillé dans la fonction publique. Ah, c'est très juste, l'entraînement, c'est toi qui l'as assuré, l'entraînement de l'agent, puisque toi, fondamentalement, tu as une capacité à diagnostiquer, à regarder, à échanger. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps qui est fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de réalité dans une collectivité territoriale à faire entrer une entreprise de services numériques pour intégrer de l'IA. Oui. Il n'y a pas de réalité pour les collectivités territoriales qui vont être les personnes qui vont utiliser l'expert public. C'est-à-dire des petites et moyennes collectivités territoriales. Les grandes collectivités territoriales, c'est autre chose. Les grands services d'État, ils ont tout le temps d'intégrer, de mettre des jours. Par contre, une personne qui est monopolisée pour créer un agent virtuel IA sur son temps, c'est pas réaliste. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui apporte une solution clé en main. Tu as tout à fait raison, qui a été entraînée, validée et qui aujourd'hui est en capacité d'apporter une valeur immédiate et qui va surtout résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus jusqu'à maintenant ou qui n'avaient pas le temps d'être résolus. Non, c'est très juste. On peut même rajouter un petit truc qui est quand même super pratique, c'est que l'agent IA ne dort pas techniquement parlant, donc il est disponible à 23h le samedi soir lorsque vous avez une galère, où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire de manière assez urgente pour lundi matin, on est dimanche après-midi, il sera toujours joignable, il sera toujours là pour vous répondre. Il est même très poli d'ailleurs, hein, donc ça on l'entraîne pour ça. Tu veux dire qu'on a trop de congés dans la fonction publique? C'est lui qui l'a dit. J'ai rien dit. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée d'accessibilité qui est très importante. Les agents IA sont disponibles pour vous quand vous le voulez. Et peut-être si on veut remettre un petit peu l'aspect mise en relation, comment ça se passe un peu, Pierre, justement? Là, je suis fonctionnaire, j'arrive sur expert public, je sais un peu ce que je veux comme valeur, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quelque chose qui est super intéressant du côté fonctionnaire, c'est qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. À part la vérification des documents, du côté fonctionnaire, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, aucune commission, rien du tout. On est là, on propose simplement ces services et ensuite, des collectivités peuvent directement nous joindre ou alors on peut consulter dans un annuaire de mission que l'on peut filtrer selon différents tags, différents critères, des critères de disponibilité, des critères également géographiques ou métier. Simplement ou des critères métiers exactement. Et va s'en suivre du coup une mise en relation. Donc une mise en relation, on va commencer tout simplement avec une messagerie et puis après on va prendre en charge dans les fonctionnalités à venir toute la partie contractuelle également avec des templates, avec un système de contrat directement intégré à la plateforme. Et ensuite, il y a également un système évidemment de review pour être sûr du côté de l'administrateur que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de fraude ou de quoi que ce soit, que l'agent public a bien réalisé sa mission pour garantir en fait une expérience optimale des deux côtés. L'intéressant de cette idée, tout se passe sur la plateforme expert public en fait. C'est ça. Le contact, le suivi, la discussion, la facturation. Donc en fait, c'est là qu'on gagne du temps. Et dans la fonction publique, on cherche ça, on cherche à gagner du temps. On a déjà délivré beaucoup d'informations sur le projet expert public. Maintenant, Pierre, qu'est-ce que c'est la roadmap technique? Comment on se projette dans le futur pour que tout un chacun puisse voir notre vision? Donc par rapport aux prochaines fonctionnalités qui vont sortir sur la plateforme expert public, on l'a déjà dit, on va multiplier les agents IA. On va mettre énormément d'agents IA spécialisés selon plusieurs domaines. On va essayer d'en rajouter à un rythme régulier, 1 ou 2, plusieurs par mois. Ensuite, on va également mettre en place une veille juridique faite par un agent IA, donc qui permettra notamment pour les collectivités, mais également pour les experts publics, de recevoir comme une newsletter simplement intégrée à la plateforme toutes les dernières mises à jour, toutes les dernières changements sur le point de vue législatif, réglementaire, adaptés donc au contexte, au point d'intérêt de la collectivité. Également, nous allons mettre en place, donc, comme on l'a dit, tout un système de facturation intégré à la plateforme avec la gestion des contrats, la gestion des paiements, des milestones, etc.
Le dépôt sur Chorus aussi, qu'on pourra faire de façon automatisée. C'est parce ça. que le système Chorus bénéficie d'un API, il me semble. C'est ça. Aussi également intégrer France Connect. Ouais. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est la liste de fonctionnalités qu'on a prévues Tout à fait. sur Et une puis- période d'environ 6 mois. Et puis, vous aussi, on attend vos retours. La plateforme, on l'a fait pour vous. Donc, dites-nous ce que vous voulez. On sera toujours là pour répondre à vos envies, à vos questions, à vos attentes. Est-ce que Stéphane, tu peux nous dire maintenant un petit peu, toi, comment tu vois un peu la vision du projet ? Eh bien, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est les attentes et des tiers finalement et des personnes qui sont les premiers concernés. Donc le premier concerné, c'est l'élu local et le maire ou la collectivité locale. Donc comme vous le savez, puisque vous y êtes, on est au Salon des maires et des collectivités locales dans quelques jours, du 18 au 20 novembre. On a notre stand dans le corner Startup. On a là-bas beaucoup d'appétence pour aller présenter le projet, mais surtout pour recueillir les retours, ce que tu viens de dire, les retours des maires et les retours des personnes qui vont être les premiers utilisateurs, à savoir les agents publics. Ça, c'est la première étape qu'on va passer. On va délivrer le projet, on va le présenter, on va avoir le retour des premiers utilisateurs. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette étape, eh bien, on a déjà pas mal de points d'intérêt de collectivités qui ont envie de venir être utilisatrices. On a la chance d'avoir pas mal d'experts publics aussi qui ont déjà de bons profils, de très bons profils, et qui sont sur la plateforme en attente en forme de bêta-testeurs ou de premiers, experts publics qui vont être proposés. Et puis ensuite, c'est l'incrémentation des collectivités, des fonctionnalités supplémentaires de politique publique qui ont été décrites à l'instant. Ça va nous permettre en fait d'aller plus loin. Puisqu'en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est ce que nous, on imagine comme étant le point d'intérêt pour les collectivités, pour les élus et pour les agents publics. Eh bien, on va le tester en rentrant directement à l'intérieur du Salon des maires et des collectivités locales, au contact de ce public, au contact des futurs clients, au contact des futurs usagers et au contact surtout de toutes les personnes qui font le public aujourd'hui en France, qui seront tous là-bas. Exactement. Et alors, pour tous les gens qui ne sont pas au Salon des maires et qui nous regardent à distance, où est-ce qu'ils vont sur Internet ? Expertpublic.fr. Expertpublic.fr. Et voilà. Au contact, c'est ce qu'a dit Stéphane. Il faut que les politiques publiques elles soient au contact. Ouais. Les élus au contact de la population, les techniciens au contact de leurs élus et de la population aussi. Pourquoi ? Pour le service public. Exactement. Et Émile, si je suis un entrepreneur, si je veux lancer mon entreprise ou que j'en ai déjà une, que j'ai déjà un projet digital ou alors qu'il soit encore en construction et que j'ai envie justement d'intégrer des agents IA, de l'agentique dans mon projet, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est la façon de procéder avec Codito Ergo Sum ? Ouais, bien sûr, chez Codito Ergo Sum, si vous avez envie d'un produit et que vous avez envie d'y implémenter un agent IA, on s'en occupe. Vous pouvez aller sur notre site internet coditoergosum.com. Vous pourrez directement réserver un appel avec moi et on pourra en parler. Et vous serez satisfait, hein, je vous le dis, parce qu'ils sont ultra compétents. Je valide. Donc, messieurs, si on parle un peu chiffres, alors c'est quoi un peu notre marché ? C'est quoi la taille de ce marché ? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, c'est un marché qui est non adressé aujourd'hui. C'est surtout ça qui est intéressant à comprendre. C'est-à-dire que c'est un marché qui n'existe pas au sens de l'offre de service. Il n'y a pas d'offre de service clairement identifiée qui permet de répondre à ce besoin. Si on prend un peu des grands chiffres et qu'on essaie de le mettre sur la table, on rend compte de quoi ? Il y a aujourd'hui environ 500 à 550 000 agents publics de la fonction territoriale. Donc déjà, c'est la masse de personnes qui sont des experts potentiels. Catégorie B, catégorie A, personnes qui sont donc en compétence de faire des rédactions, de mettre en place des réponses à caractère technique, financière, comme l'a dit Daniel tout à l'heure. Ensuite, si on fait une projection finalement, mais qu'on essaie un petit peu de se dire qu'est-ce que représente le marché privé équivalent et qu'on le transfère à la masse du marché public, sur la projection, on arrive potentiellement à un marché qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros et qui n'est pas adressé aujourd'hui. Donc c'est colossal. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas du tout la prétention ou la vocation d'aller truster ou faire l'ensemble du marché. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité. C'est ce marché en fait de l'intermédiation publique territoriale qui n'est pas de l'intérim, parce qu'on ne parle pas d'intérim, puisque c'est pas du tout réglementaire, c'est pas du tout ça l'objet, qui est ce marché en fait du conseil intermédiaire, de l'assistance de l'agent public à la fonction publique territoriale. Et donc, ce sont les grands chiffres qu'il faut se dire. 500 à 550 000 agents qui sont en catégorie A ou B dans la fonction publique territoriale en compétence et en capacité d'adresser le sujet, et environ une masse, quand on projette la masse salariale publique territoriale en France, sur l'intermédiation possible qui est de l'ordre, par rapport au ratio qu'on a sur le privé, de 2 milliards d'euros. Voilà là où on se situe aujourd'hui, et voilà, entre guillemets, le champ des possibles qui nous est offert dans le cadre de Expert Public
C'est un marché qui est énorme. On va s'adresser à ce marché. On a hâte de s'y adresser. On l'a déjà montré. L'idée, c'est de faire un cercle vertueux. Maintenant, dans ce cercle vertueux où tout le monde a y gagné, nous, quel est notre modèle économique? Comment nous, on se rémunère? On l'a dit tout à l'heure, le modèle économique, c'est de ne pas faire payer les agents publics territoriaux, justement, et de proposer en fonction de la taille de la collectivité, à savoir des très petites sommes, des sommes extrêmement modestes, pour les petites collectivités, même pour les collectivités de taille intermédiaire, de petite taille, puisqu'on va aller cibler des villes jusqu'à 20 000 habitants. C'est un peu l'idée. Vous avez 36 000 communes en France aujourd'hui, et l'idée, c'est d'aller chercher des communes et des collectivités territoriales qui sont sur des petits volumes et qui n'ont pas la capacité, comme on le disait, d'embaucher la personne. Donc le modèle, c'est un abonnement très modeste qui va aller chercher ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les collectivités, qui payent déjà sur des services et qui va leur permettre d'avoir accès à la plateforme, à une base documentaire, à un agent IA et surtout à une CVTech, à une ressource de compétences et une possibilité d'offrir des appels d'offres de profil humain. Donc c'est quelque chose qui va être très modeste pour les collectivités et qui va forcément se retrouver avec une réalité économique et une rentabilité immédiate. Oui. Dans les collectivités, on paye des abonnements à des bouquins, des magazines techniques. Des fois, on a même 2 fois, 3 fois le même abonnement. Bon, et quel bénéfice on en tire? Pas grand-chose. Moi, je me souviens, quand je lisais les revues, on faisait des fiches de lecture. Et en fait, à tour de rôle, on signait comme qu'on avait lu le bouquin. Mais si on était 2, ou peut-être que j'étais même le seul à le lire. Donc voilà, un abonnement pour une plateforme qui apporte un plus, qui apporte une réponse à un besoin, ça va le faire. Et tout est centralisé. Vous n'aurez pas besoin d'aller à plusieurs endroits. Vous aurez besoin d'aller à un seul endroit, expert public. On dit la prochaine étape? Quand est-ce qu'on se retrouve? Ouais, bien sûr. Alors messieurs, c'est quoi le prochain rendez-vous? Alors prochain rendez-vous, Salon des maires. On va être présent là-bas. Donc on a pris un petit stand, corner dans les startups. On va présenter expertpublic.fr à l'ensemble des collectivités territoriales de France, puisque c'est le salon des maires et des collectivités locales. Le MVP sera lancé, sera opérationnel. Voilà, donc on vous donne rendez-vous du 18 au 20 novembre sur expertpublic.fr et puis au salon des maires plus précisément. À Paris. À Paris, exactement, porte de Versailles, pour pouvoir présenter, lancer expertpublic.fr tous ensemble et bien heureux de le faire tous les 4.